Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre webinaire commun, la Scope de Rive, l'association La Maison du Passif, sur le sujet de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments passifs. On vous demande de patienter quelques instants jusqu'à ce que tout le monde se connecte. Il y a déjà plus de 70 à nous avoir rejoints. Bienvenue tout le monde, bonjour depuis Strasbourg. Bonjour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on vous laisse patienter quelques instants le temps que la quantité de participants soit stabilisée. Encore 2 petites minutes de patience. Je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement. Vous êtes quasiment 100 personnes connectées, donc merci à toutes et à tous pour cette mobilisation. Aujourd'hui, jeudi 16 octobre à 18 h. Et on va vous présenter rapidement le sujet du jour en attendant que les dernières se connectent encore. Tout à fait. Merci Hélène. Donc, aujourd'hui, on a un webinaire croisé de la SCOP de Rive et de l'association La Maison du Passif sur la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments passifs. Donc, ce sujet est rapport avec notre thématique du trimestre à l'association La Maison du Passif, qui est de vous faire découvrir de nouveaux projets passifs exemplaires qui ont été imaginés pour des publics sensibles, donc ceux en situation de handicap, personnes âgées, patients ou jeunes enfants. Là, c'est plutôt la partie scolaire qu'on va explorer. Donc, la qualité de l'air intérieur répond à la question comment est-ce que le passif prend soin, qui est la question qui structure euh, donc, le passif et l'architecture qui prend soin, qui est notre thématique, la thématique de ce trimestre. Euh, et donc, je ne sais pas, ceux qui ne connaissent pas peut-être notre association, on existe depuis 2007, donc ça fait bientôt 20 ans. Et notre objectif, c'est de fédérer les acteurs du passif, de faire en sorte que le bâtiment passif se développe. Euh, Et ben, je vous invite à découvrir notre site web si vous ne nous connaissez pas encore. Je vais vous envoyer aussi le lien vers notre dossier pour que vous puissiez découvrir les autres supports qui parlent de cette thématique-là. Et donc, je te donne la main pour continuer. Je te laisse la main. Pardon. Merci beaucoup. Donc, pour la Scopée de Rive, on est ravis de co-animer ce webinaire, Bulle hors série, avec l'association La Maison du Passif, sur cette thématique, la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments passifs. Pour dire 2 mots, pour présenter la Scopée de Rive, donc nous sommes une société coopérative, qui œuvre au niveau national sur les sujets de l'écologie du bâtiment auprès des acteurs du cadre bâti, avec plusieurs activités, notamment la formation professionnelle sur les sujets écologie, bâtiment, aménagement, sous plusieurs formats. Un format long certifiant des DQE qu'on déploie depuis maintenant 20 ans, même un peu plus, à Strasbourg, Lyon, Paris, Dijon et Caen, qui a pour vocation de faire évoluer les pratiques professionnelles sur les sujets du durable de façon assez large, aussi bien à l'échelle du bâtiment que de l'aménagement, et sur d'autres formats plus courts, en présence ou à distance, dans les différentes villes où on est implanté.
On a également une activité de centre de ressources, notamment via ce type de format webinaire, Bulle des deux rives, qu'on met à libre disposition sur notre site internet, et un petit peu d'AMO et de conseils plutôt auprès de collectivités sur toujours ces sujets écologie, bâtiment. Aujourd'hui, sur ce webinaire qualité de l'intérieur dans les bâtiments passifs, on a le plaisir d'accueillir deux intervenants avec lesquels on travaille également dans le cadre de nos activités de formation. Et je me rends compte que on peut peut-être passer à la slide suivante pour parler de nos actus avant de présenter les intervenants. En deux mots, les actus de la Scopely de Rive telles qu'elles s'affichent. Donc, ce sont les prochains webinaires Bulle des deux rives qu'on organise au mois de novembre et de décembre sur le réemploi. Donc, le prochain après celui-ci, avec Clara Simet de la Scope d'Architecture Grand 8 et Mineka, région lyonnaise, BE Réemploi. Ensuite, une bulle sur les techniques non courantes avec Frédéric Denise de l'agence Archipel, pardon, et une bulle quand le nom est une force avec l'agence Urbita Plus et Nounat, qui sont basés respectivement à Strasbourg et Lyon. Et une bulle RE 2020 en 2026, comment garder le cap environnemental avec Cédric Creton du bureau d'études IMAI. Donc ça, c'est pour la programmation bulle des deux rives. Et un webinaire de présentation des DQE, je vous en parlais avant en quelques mots, qui a lieu au mois de novembre en amont des démarrages de cycles de formation à Paris et à Lyon au mois de décembre. Et je te laisse la parole pour la Maison du Passif. Merci. De notre côté, à l'Association La Maison du Passif, on propose notre webinaire numéro 35 qui s'appelle Prendre soin de l'existant, concilier haute performance énergétique et bâti ancien. On parlera aussi de bâtiments passifs, mais d'élargir. Tout ça va être proposé, présenté par Chloé Simon, une architecte qui fait partie de notre conseil d'administration. Ce sera donc le 20 novembre à 18 h. Il n'y a pas encore de formulaire d'inscription, mais vous pouvez trouver les informations sur nos réseaux et sur notre site quand ce sera disponible. Et on peut passer à la slide suivante. Pour ce webinaire d'aujourd'hui, je commençais à en parler avant. On a mobilisé l'expertise de deux personnes avec lesquelles on travaille depuis longtemps maintenant. Claire-Sophie Codevez, pour te présenter rapidement, tu es ingénieure santé bâtiment, responsable des activités de conseil en santé dans le bâtiment et les projets d'urbanisme du groupe Ispira, Bureau d'études médicaux, spécialisé sur les thématiques de santé et de bien-être des occupants dans le bâtiment. Tu accompagnes depuis plus de 20 ans les professionnels à mieux prendre en compte la santé dans les opérations d'aménagement, de construction ou de rénovation. J'en parlais avant, tu es également intervenante dans nos formations certifiantes des DQE sur le sujet de la santé dans le bâtiment, donc sur la QAI, mais pas que, également sur les autres composantes de cette thématique centrale de notre démarche, à l'échelle du bâtiment et aussi à l'échelle de l'aménagement. Et je présente d'ores et déjà Vincent Cogliatti, donc ingénieur du bureau d'études Terre Énergie, qui interviendra dans un second temps et en regard croisé avec Claire-Sophie à l'issue des présentations. Vincent, tu es ingénieur thermicien, spécialisé basse énergie et éco-construction. Depuis 15 ans au sein du bureau d'études Terre Énergie, expert en stratégie de conception passive. Tu donnes également des cours dans différentes universités et participes à des programmes de recherche dans l'efficacité énergétique dans le bâtiment, dont une étude qui mêle sociologie et ingénierie thermique, ou encore le programme PREBAT, programme de recherche en efficacité énergétique dans le bâtiment. Tu fais également partie des intervenants des formations des DQE sur les thématiques de la conception passive et des écomatériaux en neuf et en réhabilitation. Et tu accompagnes depuis de nombreuses années le voyage d'études annuel des DQE lors de notre passage dans les Vosges, qui est toujours autant apprécié. Donc on est très ravis d'animer avec vous cette bulle hors série avec la Maison du Passif sur ces sujets qui sont au cœur de la démarche que nous portons, l'adaptation au changement climatique en plaçant les humains et les usagers au centre. Et je te passe la parole, Claire-Sophie, pour ce premier temps de présentation. Pourquoi parler de la qualité de l'air intérieur aujourd'hui?
Bonjour à tous, donc Claire-Sophie Quedvez, bureau d'études Médieco. Je vais commencer par me présenter et l'objectif de cette première partie, c'est de vous faire un peu le contexte autour de la qualité de l'air, reparler un peu des enjeux de santé, des sources de pollution et des polluants qu'on peut avoir, et puis comme on est quand même, comme on parle bâtiment, comment est-ce qu'on intègre aujourd'hui la qualité de l'air intérieur dans la conception et la rénovation de bâtiments. Alors rapidement, parce qu'Hélène a fait une présentation assez exhaustive de mon activité. Donc moi, je dirige le bureau d'études Médieco, qui fait partie du groupe Ispira, spécialisé en qualité de l'air et en santé environnementale. Et l'équipe Médieco, c'est d'abord une équipe, c'est surtout une équipe d'ingénieurs, ingénieurs santé bâtiment, toxicologues, ingénieurs en chimie et une ingénieure en promotion de la santé. Donc on est vraiment, nous, nos thématiques au quotidien, c'est de réfléchir à comment mieux prendre en compte la santé dans les opérations de construction et de rénovation. Et Medico a été créé, fondé par un docteur, Suzanne Dehaux, qui était médecin ORL, et ce qui explique aussi notre historique et notre histoire autour de la qualité de l'air intérieur. Donc, on a Medieco, en dehors de notre activité euh, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'œuvre, on participe aussi à des projets de recherche où on essaye, qui sont notamment financés par l'ADEME, où on essaye de réfléchir à comment créer de nouveaux outils pour aider les acteurs du bâtiment à mieux prendre en compte ces thématiques, mais aussi des projets de recherche pour essayer de mieux comprendre l'impact des systèmes de nos bâtiments, et notamment de l'impact du renouvellement d'air sur la santé des occupants. Et alors, comme Hélène disait qu'elle était de Strasbourg, moi, aujourd'hui, je suis à Nantes. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui pourquoi parler de qualité de l'air intérieur? Parce que l'air que vous inhalez, vous inhalez l'air intérieur de nos bâtiments 100% du temps. 100% du temps, on respire, on le fait de façon souvent inconsciente, et la majeure partie de ce temps, on le passe à l'intérieur des bâtiments, alors toute typologie de bâtiments confondus, mais on a différentes études, et notamment l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs en France, qui, dans sa dernière campagne, qui a déjà quelques années, avait fait la moyenne du temps qu'on passait dans nos logements. Et on passe en moyenne 16 heures par jour dans nos logements. Alors forcément, quand on est actif, on en passe tout autant au travail. Mais c'est vrai qu'entre les enfants, les personnes âgées, on a quand même beaucoup d'heures passées dans nos logements. Et dans nos logements, l'endroit où on passe le plus de temps et qui peut-être va être le plus important pour la qualité de l'air intérieur, c'est la chambre, parce qu'on passe quand même une majeure partie de la nuit dans nos chambres. Et donc, c'est vrai que quand on parle de qualité de l'air intérieur dans le logement, la qualité de l'air de la chambre est un lieu très important. Alors, on passe du temps dans nos logements. Si on parle un peu plus physiologiquement de la qualité de l'air, l'air est important parce que physiologiquement, c'est quand même une partie de l'environnement qui rentre dans notre organisme. Et quand on regarde les chiffres de comment fonctionnent nos poumons, il y a quand même de quoi se poser des questions sur l'importance de prendre en compte la qualité de l'air. Je vous ai mis deux chiffres aujourd'hui. 15 000 litres. 15 000 litres d'air, c'est la quantité d'air qu'un adulte va inhaler en moyenne chaque jour. Donc ça reste quand même des quantités importantes, hein. Ça équivaut à peu près à 15 kilos d'air inhalé chaque jour. Vous mangez en gros 2 kilos d'aliments et vous buvez 1,5 kg d'eau. Vous voyez que la quantité d'air qui rentre, ça reste la part la plus importante. On fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à ce qu'on mange. Et finalement, quand on réfléchit aujourd'hui, on ne fait pas vraiment attention à l'air qu'on respire à l'extérieur et à l'intérieur de nos bâtiments. Et deuxième chiffre important sur notre physiologie, c'est que tout au bout du poumon, on a ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires, hein. Ce sont des petits sacs qui vont faire le lien entre euh, quand on inhale dans l'air, on va chercher l'oxygène, parce que l'oxygène va passer la barrière des alvéoles pulmonaires et puis aller vers les différents organes. Et bien ces petits sacs, les alvéoles pulmonaires, si on les étalait, on aurait une surface d'échange entre l'air et le sang qui équivaut à peu près à 75 mètres carrés. C'est une surface qui est énorme et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, une zone d'échange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière, comme l'intestin, ce qui n'est pas bon pour vous, il fait enfin, il a un rôle de barrière et il prend ce qui est bon et il rejette ce qui est moins bon. Le poumon ne fonctionne pas comme ça. À partir du moment où c'est assez petit pour arriver jusqu'au bout de nos poumons,
La barrière des alvéoles pulmonaires, ça va être une zone d'échange et donc le poumon ne va pas faire le tri entre ce qui est bon et pas bon. D'où l'importance de respirer, de faire attention à l'air qu'on respire. D'un point de vue impact sanitaire, on a aujourd'hui des chiffres qui sont quand même assez parlants. Euh, Quand on est exposé à des polluants de l'air, on peut développer des pathologies respiratoires, avoir des symptômes tels que l'asthme. Aujourd'hui, on a à peu près 4 millions d'asthmatiques en France. On a 30% de la population allergique. Alors, pas que allergique, c'est pas que lié à l'air, mais on a quand même une augmentation de cette population allergique. Et puis, on a des polluants qui sont plus impactants que d'autres. Et notamment, parmi les différents polluants dont je vous parlerai, on va retrouver les particules fines. Et ces particules fines, comme elles sont fines, elles vont assez loin dans le poumon. Et on estime que chaque année, on a à peu près 40 000 décès qui seront attribuables à l'exposition aux particules fines par an. Donc ça reste des chiffres qui ne sont pas neutres. Et on a eu des études, notamment une étude qui a été menée par l'ANSES et le CSTB, pour essayer de... On parle beaucoup chiffres, hein, ça, aujourd'hui, pour différentes raisons. Quand on parle qualité de l'air, on parle santé, mais cet impact sanitaire, ils ont réussi à le chiffrer. Ils ont regardé quel était l'impact de l'exposition à 6 polluants dans l'air intérieur, et on estime que chaque année, être exposé à une mauvaise qualité de l'air intérieur, ça coûte à peu près 19 milliards d'euros chaque année à la France. Donc il reste des chiffres très importants sur lesquels on peut agir. Alors comment est-ce qu'on peut agir? D'abord, c'est comprendre les différentes sources de pollution. Donc là, je vous ai mis une maison, mais en soi, on pourrait retrouver ça un peu dans toute typologie de bâtiment. En fait, première source qu'on va avoir, c'est d'abord, avant de s'intéresser, on fait souvent le lien entre qualité de l'air et produits de construction. Avant de s'intéresser à l'intérieur du bâtiment, il faut d'abord regarder où est-ce qu'on construit. Et du coup, les premières sources de pollution de l'air intérieur, c'est celles qui viennent de l'extérieur. Donc, on va regarder quelle est la qualité de l'air extérieur. C'est ce que vous avez sur la petite pastille 19, hein. Qu'est-ce qui vient de l'air extérieur? Puisque on répète souvent que renouveler l'air des bâtiments, c'est important. Oui, c'est important de le renouveler, mais attention, la pollution de l'air extérieur, quand on renouvelle l'air, elle va rentrer à l'intérieur des bâtiments. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est où est-ce qu'on construit, sur quel sol on construit. Et donc, au niveau du sol, on peut avoir différents types de polluants qui peuvent, si on n'a pas une étanchéité parfaite entre le sol et le bâtiment, se retrouver à l'intérieur des bâtiments. Une fois qu'on a étudié un peu ces sources de pollution extérieure, là, on va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Et donc, dans les différentes sources qu'on peut citer, on va retrouver les matériaux de construction et de décoration. Donc, dans les différentes sources, on parle souvent des peintures, vernis, colle, les isolants. En gros, tous les revêtements qui vont être en contact avec l'air intérieur. Ensuite, on va avoir les équipements et l'aménagement des bâtiments. Donc, des équipements tels que les poêles à bois. En fait, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le poêle à bois que je vise particulièrement. C'est juste qu'à partir du moment où on a une combustion, forcément, on va avoir un impact sur la qualité de l'air. Donc les poêles, pour la boîte, tous les équipements, si la ventilation est censée nous aider à améliorer la qualité de l'air, mais une ventilation qui est mal conçue, mal entretenue, potentiellement, elle peut créer plus de désordre sur la qualité de l'air intérieur. Donc on a ces équipements. On a aussi tout l'aménagement à l'intérieur des logements et des bâtiments, puisque on va ramener du mobilier. Ce mobilier, il peut contenir différentes colles qui vont avoir un impact sur la qualité de l'air. Et puis enfin, une fois qu'on a regardé toutes ces sources, il y a l'occupation des locaux. Il y a déjà les gens qui sont à l'intérieur du bâtiment. On émet du CO2, on émet de la vapeur d'eau. Donc on peut considérer ça comme une source de pollution qui doit être traitée. Et puis il y a toutes les activités qu'on va faire au quotidien, que ce soit une source récurrente très reconnue, il y a les produits d'entretien, parce que les produits d'entretien, ça va émettre différents composés, notamment des composés odorants. Et puis les habitudes, faire brûler des bougies, faire brûler de l'encens, le tabagisme, la cuisson. Donc vous voyez qu'on a quand même une diversité de sources. Et cette diversité de sources fait qu'on a plein d'actions derrière à mettre en place. Alors diversité de sources dit aussi diversité de polluants. Et donc dans les différents qu'on va retrouver dans nos environnements intérieurs, alors, quand on parle qualité de l'air, aujourd'hui, le plus connu, on parle de COV. Alors, les COV, c'est pour composés organiques volatiles. Donc, ce sont des composés, c'est plutôt des composés chimiques qui sont dans les différents matériaux qui nous entourent et puis qui vont petit à petit
se libérer, dégazer des produits et se retrouver dans l'air. Bah, parmi ces coves, on a notamment un des plus connus qui s'appelle le formaldéhyde. Dans les autres polluants qu'on va pouvoir retrouver, on a des composés naturels. Attention, naturel ne veut pas dire sans impact sur la santé, des composés naturels radioactifs, comme le radon qui vient du sol. On va retrouver des gaz inorganiques qui sont souvent liés à la combustion, le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote. On va avoir des polluants biologiques. Alors, dans les polluants biologiques, on va avoir tous les polluants type allergènes, qui sont des molécules un peu plus grosses, les acariens notamment, et puis, ou les pollens. Et puis, on va avoir les micro-organismes, ceux qu'on voit moins, comme les virus, les bactéries et les moisissures. Et pour finir, alors, c'est pas de lui uniquement qu'il faut s'occuper, mais ça reste les fibres et les particules, notamment les particules fines, bah, le polluant qui va avoir un impact sanitaire majeur. Je vous ai parlé tout à l'heure des 19 milliards d'euros, c'est le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur en France. Les particules, c'est 14 milliards d'euros parmi ces 19 milliards d'euros. Donc être exposé à des particules fines, bah, ça a un coût sanitaire important. Alors, comment est-ce qu'on agit? Qu'on soit dans un bâtiment, qu'on soit sur une opération de construction ou de rénovation, la façon de prendre en compte la qualité de l'air intérieur, elle est identique. On doit se poser à chaque fois les mêmes questions. Alors, quelles sont ces questions? Eh bien, d'abord, on va s'interroger. Vu qu'on vous rappelez, quand je vous ai parlé des différentes sources, on a parlé des sources extérieures au bâtiment. Ben, la première chose, c'est s'interroger sur ces sources et chercher à réduire le transfert des polluants qui viennent de l'extérieur du bâtiment, que ce soit de l'air extérieur ou que ce soit du sol. Ensuite, on va chercher à limiter les sources de pollution à l'intérieur du bâtiment. Indispensable, on aura, dites-vous qu'à partir du moment où on parle de qualité de l'air intérieur, on aura toujours des sources de pollution, rien que parce qu'on est à l'intérieur des bâtiments. Et donc, limiter les sources de pollution intérieure, c'est bien, mais de toute façon, dans chaque projet, il faudra toujours assurer un renouvellement d'air adapté, efficace et suffisant par rapport à l'occupation et aux usages. Donc ça, c'est vraiment la clé de la qualité de l'air intérieur, c'est le renouvellement d'air. Et puis derrière, ben, on construit pour des personnes, pour des êtres humains qui vont venir vivre dans ces bâtiments. Et donc, eux vont aussi avoir un impact sur le long terme, sur leur qualité d'air intérieur. Et donc, sensibiliser et accompagner les occupants à des pratiques plus favorables à la qualité de l'air intérieur, c'est essentiel. Et ça fait aussi partie du rôle des professionnels d'accompagner les gens à avoir des pratiques plus favorables à la QAI. Alors là, je vous ai mis un petit schéma, mais qui date. On va en avoir un nouveau bientôt. En fait, cette étude, elle a été réalisée par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui est notre observatoire en France qui fait un peu l'état des lieux de la qualité de l'air dans différentes typologies. Là, ce sont les résultats de la première campagne nationale logement. Et on a récemment, ils ont finalisé la deuxième campagne et on vient d'avoir les premiers résultats de cette deuxième campagne. Mais on n'a pas encore de jolis graphiques comme ça. Là, ce graphique, ce qu'il faut retenir rapidement, c'est que visuellement, vous voyez, ils ont fait des mesures de qualité de l'air intérieur. Donc, ils ont mesuré des polluants à l'intérieur des logements. Ils ont mesuré les mêmes polluants à l'extérieur. Et en fait, ce qu'on voit rapidement, bah, c'est qu'on a quand même des concentrations de polluants qui sont plus importantes à l'intérieur des logements qu'à l'extérieur. Alors, on a certains polluants qui n'existent même pas à l'extérieur, hein, parce que ce sont des sources intérieures. Et puis, bah, tous les polluants, là, la dernière liste de polluants, on voit que les concentrations sont plus importantes. Et celui qui a la concentration la plus importante, c'est cette barre bleu ciel, c'est le formaldéhyde qu'on retrouve dans 100% des logements. J'avais illustré avec des petites étiquettes. Donc ce formaldéhyde, qui provient notamment des produits organiques et des cols, on le retrouve partout, et vous voyez, majoritairement à l'intérieur. Donc ce graphique nous montre bien qu'on a des sources de pollution spécifiques à nos environnements intérieurs. Alors ça, c'était la première campagne. On a la deuxième campagne nationale logement qui est sortie, et donc qui, pour ne pas être trop pessimiste, apporte quand même des bonnes nouvelles. Oui, on a toujours des sources de pollution à l'intérieur de nos logements, parce que c'est la campagne nationale logement, un spécifique logement. Ils en ont eu d'autres sur les autres typologies de bâtiments.
Donc, ce qui ressort de cette deuxième campagne, c'est que oui, on a toujours des sources de pollution, mais globalement, les concentrations, elles ont diminué. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Pardon. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'on a toujours quand même 70% des logements qui dépassent la valeur cible de 10 microgrammes par mètre cube pour les particules fines. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même, je vous parlais de la problématique des particules fines, bah, on a un vrai sujet sur les particules fines puisqu'on a encore beaucoup de logements, notamment qui sont peut-être exposés à des sources importantes de particules fines à l'extérieur. Donc, dans ce qu'il faudra faire pour demain, bah, je pense que les particules fines sont un axe important d'action. Le radon, on a 8% des logements qui dépassent le niveau réglementaire de 300 becquerels par mètre cube. Alors, le 300 becquerels, c'est la valeur française, c'est la valeur d'action française. L'Organisation mondiale de la santé, sa recommandation sanitaire, c'est 100 becquerels par mètre cube. Donc, ce qui veut dire que, on a encore plus de logements qui dépassent le 100 becquerels par mètre cube. Mais en tout cas, déjà, dépasser 300, ça veut dire on a déjà 8% de logements dans lesquels il faudrait mettre en place des actions pour limiter les concentrations en radon. Le formaldéhyde, alors les concentrations ont diminué, mais on a encore 6% des logements qui dépassent 30 microgrammes par mètre cube. Et puis, le dioxyde d'azote, sa valeur guide journalière, elle est dépassée dans 3% des logements. On parle de 25, des fois vous trouverez 20, on trouve différentes valeurs. Le dioxyde d'azote, il est lié, c'est notamment un très bon indicateur du trafic automobile. Donc ça veut dire que dioxyde d'azote et particules fines, ce sont deux polluants souvent qui sont liés au trafic automobile autour des logements et pour lequel on peut apporter des réelles solutions techniques. Alors concrètement, je vous ai présenté un peu la philosophie pour prendre en compte la qualité de l'air. Concrètement, comment ça se fait? Ben, ça veut dire que dans chaque projet, si on veut limiter le transfert des polluants extérieurs, ben, il faut d'abord essayer d'aller chercher des informations sur les concentrations de ces polluants extérieurs. Donc ça veut dire que qu'on soit en projet neuf ou dans un bâtiment en rénovation, ben, on va d'abord essayer de caractériser l'environnement extérieur et regarder ben, quelles sont les concentrations en particules fines, quelles sont les concentrations en dioxyde d'azote, pour essayer de se fixer des seuils à ne pas dépasser dans le bâtiment qu'on construit ou qu'on rénove. Ça veut dire que la phase conception, bah, elle est importante parce que dans cette phase conception, on va fixer les objectifs et prescrire. Donc, on va, par exemple, dans les différents lots des CCTP, intégrer des exigences pour essayer de choisir des produits qui sont à faible émission en composés organiques volatiles. On peut, dans cette phase, commencer à préparer le chantier. Aujourd'hui, on sait que la qualité de l'air intérieur, elle se joue sur les produits de construction, mais les produits de construction, on a des outils aujourd'hui pour limiter, pour choisir des produits avec des faibles émissions. Par contre, on sait que sur le chantier, il se passe beaucoup de choses et que c'est une phase qui est très importante pour la qualité de l'air des futurs bâtiments. Et donc, anticiper et essayer de sensibiliser les acteurs du chantier, c'est essentiel. Hop. C'est essentiel. Et donc, dans cette phase conception, l'objectif, c'est d'intégrer dans l'ensemble des documents écrits du projet le maximum d'informations pour essayer d'aller vers des pratiques plus respectueuses de la qualité de l'air. Faire attention aussi aux produits qui sont proposés par les entreprises, parce que mettre à l'écrit qu'on veut tel et tel produit, c'est bien, mais par contre, faut-il vérifier que les produits qui sont proposés par les entreprises sont conformes aux exigences. Comme le chantier est une phase importante, c'est important de sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques. Et puis, comme on veut un peu tout mesurer aujourd'hui, on mesure la performance énergétique des bâtiments, c'est bien aussi de contrôler la qualité de l'air à la réception des projets. Et du coup, mettre en place différents capteurs, différentes techniques de prélèvement pour mesurer les concentrations des différents polluants dans l'air. Et puis, comme je vous le disais, dans la philosophie de la QAI, on a aussi un rôle de sensibilisation des occupants. Donc, on peut sensibiliser les occupants à travers des petits guides de sensibilisation, ou ce qui marche bien, c'est des ateliers de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur. Et puis, mettre en place aussi peut-être des outils au début, quand on livre les projets, pour faire prendre conscience de la QAI. Parce que les polluants de l'air intérieur, en fait, ce n'est pas quelque chose dont on a conscience. Déjà, ça ne se voit pas. Souvent, quand on est en faible concentration, ça ne se sent pas. Et donc, il existe aujourd'hui des microcapteurs qu'on peut mettre et qui nous permettent de suivre en continu la qualité de l'air intérieur et donc de voir, par exemple, l'impact de l'ouverture des fenêtres. Quand on fait du ménage, voir un peu qu'est-ce que ça émet
et quand on ouvre derrière la fenêtre, comment ça descend derrière. Donc on a tout un tas d'outils qu'on peut utiliser pour sensibiliser les occupants. Pourquoi est-ce que, quand on parle de bâtiment passif, la qualité de l'air, elle est importante? Bah, qui dit bâtiment passif dit bâtiment très étanche. Et donc, quand on a des bâtiments très étanches, ça offre une belle opportunité de maîtriser la qualité de l'air parce qu'on sait que cette qualité de l'air qui va, le renouvellement d'air, on sait par où il passe, donc ça nécessite une ventilation performante, mais du coup, on sait que tout l'air neuf qui rentre dans le bâtiment va passer par ces conduits et donc on a une meilleure maîtrise de la qualité de l'air intérieur. Par contre, qui dit bâtiment très étanche, bah, dit que ça impose un choix rigoureux de matériaux, des matériaux faiblement émissifs, que la ventilation, elle a un rôle important, mais que c'est essentiel qu'elle soit bien conçue et entretenue, parce que sinon elle peut aussi amener d'autres désordres, et que surveiller régulièrement la qualité de l'air, bah, c'est important, parce qu'on peut vérifier comme ça que nos concentrations de polluants respectent les valeurs de référence sanitaire. Voilà, je vous remercie, et puis bah, si vous avez des questions, on peut les prendre. Merci beaucoup, Claire-Sophie. Le timing est respecté à la minute. Bravo. Beaucoup d'infos sur un temps court. Merci d'avoir relevé ce challenge. On a quelques questions qui arrivent. Une première question sur les valeurs d'orientation. Est-il prévu d'avoir un consensus européen sur ces valeurs d'orientation, avec une remarque sur le fait que sur beaucoup de substances, les recommandations de l'OMS sont très largement inférieures aux directives européennes. Alors, juste pour vous, on, on utilisait souvent, en qualité de l'air intérieur, des recommandations de l'OMS, et notamment pour les polluants extérieurs, on servait des recommandations 2005. Elles ont été abaissées en 2021 avec des seuils beaucoup plus contraignants. Autant pour les particules fines, on sait le faire et il faut les viser. Autant pour d'autres polluants comme le dioxyde d'azote, la valeur est très basse. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une directive européenne qui est sortie, qui est en application en France. Alors, ce sont des valeurs extérieures, mais on les réutilise pour l'intérieur. Et donc cette directive, elle donne des concentrations pour les particules fines et pour le dioxyde d'azote. Enfin, particules fines PM2,5 et PM10, c'est la taille des particules. Pour les autres polluants, on se sert de ce qu'on appelle des valeurs guides pour l'air intérieur, donc des VGAI, qui sont définies par l'ANSES, qui est l'Agence de sécurité sanitaire. On ne l'a pas pour tous les polluants, mais en tout cas, on ne se sert pas de valeurs européennes, on se sert de nos VGAI en France. Et pour le coup, pour les polluants en air intérieur, elles sont globalement assez basses et réalistes, mais elles ont récemment été relevées pour le formaldéhyde, ce qui pose beaucoup de questions généralement aux gens. Pourquoi est-ce que les valeurs sont relevées alors qu'avant, elles étaient plus basses? Merci. Une autre question. Quel est votre avis sur la position des industriels quant au FDES? Est-ce qu'on peut masquer certains polluants? Donc là, la personne pense notamment aux mousses polyuréthane où les concentrations d'isocyanate ne sont jamais indiquées. Ouais, elles ne sont pas indiquées parce qu'en fait, alors, la fiche de la FD, la FDES, c'est la fiche de déclaration environnementale et sanitaire. C'est bien celle-ci hein, qu'on parle dans la question. Ouais. Oui, Cette fiche de déclaration environnementale et sanitaire, elle est très cadrée pour la partie environnementale. Pour la partie sanitaire, on a des indicateurs, enfin, on a des thématiques à remplir, mais ça reste une fiche déclarative. Donc, c'est au bon vouloir de l'industriel. Si elle est bien remplie, pour la partie émissions de composés organiques volatiles, on demande de remplir, par exemple, savoir quelle est la classe d'étiquetage du produit. Donc, quelles sont les émissions en composés organiques volatiles du produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet étiquetage obligatoire des produits de construction, hein, le fameux le petit logo A plus A, B, C, il ne renseigne que les émissions, et encore, il n'y a pas de test en laboratoire obligatoire, mais en tout cas, même s'ils sont réalisés, ça ne renseigne sur les émissions que de 10 composés organiques volatiles. Et forcément, ce sont les 10 composés organiques volatiles assez fréquents dans les bâtiments, et dedans, il n'y a pas les isocyanates. Donc vous pouvez avoir un produit qui est affiché A+, faible émission, mais ce n'est pas pour autant que vous aurez une information sur les isocyanates. Et c'est exactement, par exemple, la même chose sur les terpènes, quand on a des produits plutôt d'origine organique.
Merci. Merci Claire-Sophie. Il y a une question que quelqu'un a posée, et je me dis que c'est probablement pas la seule personne. Est-ce que tu sais si tu peux nous indiquer si c'est vrai que les plantes peuvent améliorer la qualité de l'air, absorber des polluants, et si oui, dans quelle mesure, et lesquelles privilégier? Je trouve ça intéressant parce que c'est pas la première fois que je vois ça. Alors, on en parle un peu moins depuis quelques années, mais effectivement, à une époque, c'était très Mm. à la mode. Oui. Donc oui, la qualité, enfin, les plantes peuvent dépolluer, sauf que ce qui dépollue, c'est la plante et du coup tout le substrat, c'est-à-dire la terre et les micro-organismes qui sont dans la terre. Si on n'a pas ces micro-organismes dans la terre, la plante tout seul ne dépollue pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans des projets de recherche, ils ont fait des tests. Donc, ils ont mis une plante. Alors, déjà, c'est pas toutes les essences de plantes, notamment dans les plantes efficaces, il y a la Dracaenae, qui est plante pour ceux qui n'aiment pas trop entretenir les plantes, parce qu'elle pousse assez facilement toute seule. Celle-là, ils l'ont mis en chambre d'essai, ils ont injecté des polluants, ils ont regardé comment ça décroît. Et oui, effectivement, c'est efficace. Alors, pas toutes les essences, que certaines essences, et que sur certains polluants, et notamment des hydrocarbures. Donc, en soi, dans la biblio, c'est efficace. Par contre, pour être efficace aux concentrations qu'on a dans nos environnements intérieurs, il faudrait à peu près une plante tous les mètres carrés. Donc, autant vous dire que c'est Ah oui. réaliste. Il Euh, faudrait des murs végétaux, en fait, pour que ça et fonctionne. ouais, et voir et encore, le mur végétal, ça fonctionne à partir du moment où on force l'air à passer dans le substrat, donc dans la Ah, terre, parce que c'est d'accord. les Ok. micro-organismes qui vont Ça- avoir une efficacité. Donc Mm. oui, les plantes, ça dépollue, mais pas, en fait, pour que c'est une efficacité réelle, il en faudrait beaucoup. Et attention, parce qu'un mauvais entretien des plantes, bah, ça fait une petite couche blanche sur la terre, et pour le coup, ça peut également créer des moisissures. Donc il faut des plantes, parce que c'est bon pour la santé psychique. Mais par contre, pour la qualité de l'air, il est préférable d'ouvrir ses fenêtres. Merci beaucoup pour cette réponse très nuancée, Claire-Sophie. Euh, Quel renouvellement d'air en volume par heure suggérez-vous pour garantir un air sain, sachant qu'en conception passive, on est à minima à 0,3 volume heure. On est en logement du coup. Tout Euh, à fait, en logement, bien sûr. ouais, en logement, alors je sais pas, j'aurais pas de recommandation en tant que telle. Par contre, je peux vous parler de réglementation ici et à l'étranger, parce que pour voir un peu ce qui se fait ailleurs, idéalement, le minimum c'est 0,5 volumeur. Idéalement, il faudrait aller jusqu'à 1 volumeur. Si déjà on arrive à garantir 0,5 de façon constante, c'est déjà bien. Et pourquoi je dis de façon constante? Parce qu'en France, on est un pays où on autorise l'hydroréglable. Et autoriser l'hydroréglable, alors ça se voit moins dans le passif, et justement c'est un point intéressant du passif. L'hygroréglable, en fait, la réglementation ventilation dans le logement, elle date de 82 et en 83, ils ont fait un arrêté complémentaire qui autorise de diminuer les débits en fonction de l'humidité dans le logement. Du coup, en fonction de l'occupation. Quand il n'y a pas d'humidité, les débits sont réduits à 0,1. Ce qui veut dire qu'on a une ventilation qui ne fonctionne que quand les gens sont là et qu'on ne prend pas en compte ce qui est émis par le bâtiment. C'est pour ça que 0,5, c'est un minimum et 0,5 de façon constante, c'est l'idéal. On a, Ok, parfait, merci. merci, pardon, on a des questions sur les responsabilités du bailleur lors du monitoring ou des tests de QAI. Est-ce que les propriétaires peuvent percevoir ces résultats comme des menaces ou des risques vis-à-vis de la responsabilité qu'ils peuvent avoir à l'égard du locataire? Est-ce que le propriétaire bailleur a une responsabilité sur une mauvaise QAI? Alors, déjà, réglementairement, il n'y a pas d'obligation de faire des mesures de qualité de l'air. Ensuite, si elles sont réalisées, globalement, on n'a pas vu beaucoup de poursuites derrière, mais il y en a eu quelques-unes. Il y a eu notamment une plainte qui a été remportée par l'occupant, mais ce n'était pas vis-à-vis de l'air intérieur, c'était par rapport à un air extérieur pollué. Donc, globalement, un logement collectif situé à côté d'un axe de trafic très important. Et en gros, ce qu'elle a gagné, c'est de dire que dans la conception du bâtiment, la qualité de l'air extérieur n'a pas été prise en compte, donc il n'y a pas eu
il y a pas eu de système qui permettait de limiter le transfert extérieur et que du coup, c'était la responsabilité du concepteur. Donc, sur ces polluants-là, parce qu'on sait d'où ils viennent en tant que tels. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué en intérieur quand les polluants viennent, par exemple, de l'usage de l'occupant. Mhm. Même si la ventilation est censée être efficace, attention, la réglementation ventilation, elle est applicable depuis 82 pour les logements neufs, donc vous devez avoir logiquement, mais pour des logements plus anciens ou de la rénovation, en soi, il n'y a pas de réglementation ventilation. Donc je sais, c'est une question qui est intéressante, mais qui est difficile à répondre en tant que telle. Euh, et je ne saurais pas m'engager pour dire s'il y a responsabilité ou pas responsabilité. Dans la conscience, oui, mais dans les faits, je ne sais pas. Mhm. Il y a une participante qui souligne que dans les établissements médico-sociaux, il y a effectivement des obligations réglementaires qui existent sur les contrôles. Et là, la question précédente, c'était effectivement plutôt par exemple, du locatif ou du logement Les bailleurs social. sociaux, ouais. Sachez qu'il y a quand même, il y a une réglementation qui existe en France qui s'appelle la surveillance obligatoire de la qualité de l'air et qui est obligatoire dans tous les établissements accueillant des enfants, donc de 0 à 18 ans, collège, lycée, crèche, et qu'ils vont certainement étendre vers les établissements de santé. Et une dernière question avant de passer à la partie 2. Plusieurs questions sur quel appareil conseillez-vous pour mesurer la qualité de l'air intérieur? Oh, alors, vaste question, parce qu'il y en a plein. Par contre, ce que je peux vous dire, ça va pas vous donner une réponse, mais si, avant de vouloir mesurer tous les polluants, déjà, faites l'exercice, parce que ça coûte pas cher, d'acheter un petit capteur de CO2, un capteur de CO2. Donc, le CO2, c'est ce qu'on émet. C'est un indicateur de confinement. Vous le placez dans votre chambre et vous regardez ce qui se passe dans votre chambre la nuit. Ce sera déjà un excellent indicateur, parce que si votre logement est confiné, potentiellement, ça veut dire qu'il y a d'autres polluants. Donc, sans vouloir rentrer dans des choses avec des prix plus excessifs, parce que ça demande un réétalonnage chaque année, etc. Déjà, investissez, il y en a pour une centaine d'euros dans un capteur de CO2 et c'est déjà très intéressant. Très Merci bien, beaucoup. merci Claire-Sophie. Et pour, J'enlève le partage, c'est quelqu'un d'autre après qui partage ou... on y est presque, oui. Ah. Justement, pour la transition, il y a quelques questions sur la ventilation, notamment, est-ce qu'une double flux, par exemple, est suffisante, ou est-ce qu'il faut un appareil de traitement de l'air supplémentaire? Tu as parlé avant de l'hygroréglable, qui du coup ne fonctionne que quand elle détecte euh, de l'humidité, qui apparemment est beaucoup employée en réglementaire. Donc, est-ce que une VMC-double flux est suffisante? Bah, elle est plus que suffisante hein, Ok. pour faire des mesures dans du logement équipé d'hygroréglables. On arrive à avoir une bonne qualité de l'air quand il y a une conception réfléchie sur les sources de pollution. Après, plus que l'hygro, parce que la qualité de l'air est bonne la journée, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est aussi la qualité de l'air dans les chambres la nuit, notamment pour la qualité du sommeil. Euh, Idéalement, si on veut du constant, il faut plus aller sur l'autoréglable quand on reste en simple flux. Mais la double flux, ben, elle a plein d'avantages et notamment, elle permet d'avoir un débit d'air constant et un débit d'air plus important. Et quand notre site est pollué, de traiter ce qui vient de l'extérieur. Donc oui, une double flux, c'est top pour la qualité de l'air intérieur quand c'est bien posé et quand c'est bien entretenu. Je fais très Oui, attention oui, sur le oui, quand bien sûr. parce qu'en fait, on voit aujourd'hui beaucoup trop de logements avec des doubles flux, soit qui ne fonctionnent pas, soit qui ont été mal mis en œuvre, ou dans des bâtiments, notamment dans des logements collectifs où il y a eu de la double flux, mais en fait, personne n'entretient. Et donc, si vos filtres sont colmatés, ben, il n'y a plus de débit d'air, donc c'est pire pour la qualité de l'air intérieur. Oui, au bout d'un an, si les fils ne sont pas changés, on peut avoir des débits très, 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 très faibles rapidement, Tout à effectivement. fait. Si ça Et Merci. vous intéresse, je pourrais vous mettre après, pendant que Vincent parlera, dans la conversation, le lien vers une étude qui s'appelle Via Qualité qu'on avait fait avec le CEREMA sur la ventilation dans des logements performants. Alors, on n'était pas en passif, mais des logements avec des doubles flux posés par des professionnels où bah, on voit que oui, il y a des ordres, on avait fait des mesures de qualité de l'air et du coup, on arrive à faire le lien entre efficacité de la ventilation et et qualité de l'air intérieur. Avec plaisir, Claire Sophie.
Et on va passer à la deuxième partie de la présentation. Donc, c'est effectivement une excellente transition. Pas mal de questions sur VMC double flux, VS, VMC simple flux et sur tout ce qui est réglementation, entretien, des gaines de ventilation, filtres également. Sur ce sujet-là, des questions aussi sur la méthode, la sensibilisation à faire pour que ce soit efficient. Donc, Vincent, tu vas aussi donner des éléments de réponse dans ta présentation et puis on reprendra des questions à l'issue de cette présentation et du temps de regard croisé, ce qui est la spécificité aussi de ce webinaire qu'on organise à la fin de la présentation de Vincent Cogliati. Je te passe la parole. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai prévu de présenter notre approche au sein du bureau d'études Terre Énergie. On essaye d'avoir une approche assez globale et éviter les raccourcis aussi. C'est un peu une remarque que je fais sur les questions. Est-ce qu'il est mieux une double flux qu'une simple flux? Souvent, ça fait des raccourcis. Ça veut dire que ces systèmes fonctionnent dans une approche globale et juste comparer deux systèmes entre eux sans parler de la conception globale, en fait, moi, je peux pas y répondre. Donc voilà, le but c'est de vous présenter un peu notre approche et après laisser libre cours aux questions. Donc déjà, je revenais sur pourquoi ventiler. On va parler avant tout de l'approche qui normalement est censée être maîtrisée dans le bâtiment. On verra que c'est pas forcément le cas. Sur les trois raisons principales de ventiler, assurer un confort respiratoire. On parle de concentration de CO2, d'humidité, odeur. On peut parler aussi des animaux, etc. Garder des espaces sains, diminuer l'impact des polluants présents dans le bâtiment. J'ai bien dit diminuer l'impact, hein. Avec, bon, je reviendrai après, avec aussi des problèmes de, on peut pas, on peut essayer de diminuer l'impact. Si je parle de diminuer, pas de la supprimer, c'est parce qu'il y a du, exemple pour le formaldéhyde, il y a des matériaux qui naturellement contiennent du formaldéhyde. Donc on va avoir une approche qui est la diminution et pas la suppression. Et on parle d'assurer le confort thermique, c'est aussi un avantage de la double flux, quoi. Et je ne vais pas revenir sur ce que Claire-Sophie nous a dit, avec différentes sources de polluants qui sont dues de l'extérieur, de l'intérieur, et dues à nos comportements. Pour l'exemple du comportement, le ménage, etc. Voilà. Donc bon, ça va être un peu une redite, mais je vais passer assez vite. Je vous ai retrouvé une autre étude de cas qui est un peu plus vieille, 2017. Bon, on parle de plein de causes de la pollution. Souvent, quelque chose de mal maîtrisé, c'est que la pollution intérieure la qualité de l'air intérieur est forcément plus mauvaise que la qualité d'air extérieur, puisque notre air intérieur vient de l'extérieur. Donc, on a déjà cette base de source de polluants extérieurs et on va rajouter une source de polluants dans un milieu entre guillemets dit confiné. Donc, forcément, on a une source de pollution qui est plus importante dans l'air intérieur. On parle de ventiler. On a bien sûr des débits réglementaires. Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai fait des calculs de point de table, mais même si le label Passive House préconise des débits supérieurs à 0,3 volumes par heure, en appliquant des réglementations françaises, c'est quasiment impossible d'être inférieur à 0,5 volumes par heure. Et si on va un peu plus loin que juste les réglementations sont des bases et assez vieilles, hein. On parlait des textes de loi dans le logement qui sont de 82, qui ne prennent pas en compte la qualité d'air de mon point de vue, hein, qui prennent en compte avant tout la pérennité du bâtiment, hein. Donc, pour moi, il faut rajouter dans ces textes de loi-là des visions plus récentes, hein, de qualité de l'air de qualité de l'air, même d'économie d'énergie. Et si on s'intéresse à différentes normes, alors je voulais spécifier les normes, bon, la EN 13779 n'existe plus, mais pour moi, elle est encore intéressante dessus. Et la EN 16798, c'est une norme de qualité d'air liée à l'économie d'énergie, de trouver le juste compromis. Dans les logements, on parle de 30 mètres cubes par adulte, hein, si on est des recommandations. Et après, on a différents niveaux de qualité d'air en fonction du taux d'occupation d'une pièce et si la pièce est occupée en permanence, de façon intermittente ou très intermittente. Donc on a les bureaux, 25 mètres cubes par adulte, les parties scolaires, 18 mètres cubes par enfant. Je vous ai mis un petit laïus qui est que dans le RSD qui définit les débits réglementaires dans les bâtiments tertiaires recevant du public. La partie crèche, école maternelle, primaire et collège, c'est 15 mètres cubes. Donc on est déjà au-delà, légèrement supérieur à ces normes-là.
Dans les bâtiments tertiaires, on va rajouter un pré-nettoyage de l'air, c'est-à-dire qu'on va allumer la ventilation 1 à 2 heures avant l'arrivée des premiers occupants afin d'éliminer les polluants accumulés la nuit si on a coupé la ventilation la nuit. Et pour faire des petites études de cas juste sur le CO2, hein, si un individu relargue 16 litres de CO2 au repos, on considère que pour maintenir un niveau de CO2 dans une pièce inférieur à 1000 ppm, c'est un débit d'air neuf par personne. Je viens faire la différence, quand j'ai mis par personne, c'est par adulte, de 25 mètres cubes. Et pour maintenir un taux de CO2 inférieur à 1300 ppm, on parle de 18 mètres cubes par heure. J'ai la même réflexion pour les textes de loi. Le RSD dans une école va dire, pour une école primaire, 15 mètres cubes par heure par enfant, mais il y a un petit laïus qui est en dessous que le dimensionnement préconisé, mis en œuvre, doit garantir qu'on va respecter les 1000 ppm avec une limite maximum de 1300 ppm. Donc attention, les débits réglementaires de minimum 15 mètres cubes doivent permettre d'atteindre cette deuxième partie de texte de loi. Et là, je pense qu'il y a des petites interprétations à prendre, c'est-à-dire qu'avec 15 mètres cubes dans beaucoup d'établissements scolaires, je ne pense pas qu'on est capable de maintenir des taux de CO2 inférieurs à 1300 ppm. Et donc la problématique de la ventilation, c'est qu'elle doit avoir une vision globale, cohérente avec l'usage, en prenant en compte tous les autres paramètres qui influent ou qui vont influer sur la ventilation ou sur le bâtiment, le confort d'été, la qualité de l'air, c'est le sujet d'aujourd'hui, l'économie d'énergie, l'investissement et la maintenance, quoi. Essayer d'avoir une vision la plus globale possible pour éviter le trou dans la raquette. Et si je parle de trou dans la raquette, c'est parce que l'élément le moins bien traité ou celui qui sera pas traité dans une conception, ça va être l'élément qui va poser réellement le problème. Si on a une vision de gérer de la ventilation et qu'on oublie un paramètre, je sais pas, le bruit, il y a de grandes chances que la ventilation après coup ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas parce que l'intervention rapide qui va être faite, c'est soit de réduire les débits de ventilation, soit même la couper. Et là, on a malheureusement plein d'études qui le prouvent. On a le CT de l'Est, le CT de Lyon et le CETIA qui ont fait pas mal d'études là-dessus. Et on voit que les dysfonctionnements dans la ventilation, hein, qui est quand même une base de la conception, même pas passive, eh ben, on est sur des retours d'expérience où 47% des logements neufs, on est sur une étude de 2011, ne sont pas conformes à la réglementation. La plupart, c'est des débits de ventilation non conformes, que ce soit en naturel, en simple flux ou en double flux. On n'a pas de différenciation là-dessus. 60% des dysfonctionnements sont liés à une mauvaise mise en œuvre. Alors, sous-entendu, pour moi, un contrôle visuel aurait permis de lever ces dysfonctionnements. On a aussi 30% de dysfonctionnements constatés par des mesures. Voilà. Et il y a une étude du 7e qui a été faite, pour la petite blague, c'était sur les rénovations. Et ils avaient audité 7 logements rénovés. Sur 7 logements rénovés, 6 logements où la VMC n'était même pas branchée. Alors, est-ce qu'elle n'était pas branchée en fonctionnement ou est-ce qu'elle a été débranchée à cause du bruit ou autre? Ça, c'est toujours c'est des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Mais la plupart du temps, on peut dire qu'une conception de ventilation qui est assez globale, si elle est mal pensée, elle finira forcément soit par avoir un débit fortement réduit pour que le bruit ou l'inconfort soit acceptable, soit va être quasiment coupé. Voilà. Et c'est cette partie-là, pour moi, qui me semble, à cette heure-ci, une grosse problématique en France. C'est la ventilation et le parent pauvre du bâtiment. On a des plaquistes pour poser des placos, on a des plombiers, on a des chauffagistes, mais on n'a pas de ventilistes, quoi. Donc là-dessus, il y a une vision globale à reprendre en compte et avec des personnes sûrement informées. Et la problématique de la ventilation, c'est qu'elle est souvent, elle est pas souvent, elle est liée à l'étanchéité à l'air. Pour assurer une ventilation dans des logements, qu'elle soit naturelle, simple flux ou double flux, et je dirais même encore plus pour des systèmes naturels, il faut une étanchéité à l'air la plus parfaite possible. Parce que le schéma qu'on a à gauche, c'est le schéma traditionnel qu'on a tous en tête. Que ce soit de la simple flux ou de la double flux, mon schéma ne change pas sur le principe. On souffle dans une bouche de soufflage et on va respirer par la bouche de reprise. Ça, c'est une vue schématique qui n'est pas du tout la réalité. Et la problématique du bâtiment, pour moi, dans sa vision globale, c'est qu'on a souvent des vues schématiques, même pour la qualité de l'air. Et la différence entre le schéma et la réalité est souvent, malheureusement, assez opposée, quoi. Dans la réalité, souffler de l'air, exemple, dans une chambre,
Si le détalonnage des portes n'est pas fait, et si l'étanchéité à l'air n'est pas optimum, l'air aura plus de facilité à sortir par l'extérieur qu'à passer sous la porte qui n'est pas détalonnée et repasser sur la porte du WC, ça se trouve qu'il ne l'est pas, pour être extrait par la bouche d'extraction des WC. Exemple de photo qui a été pris aussi, l'extraction dans ce projet-là, c'était de la simple flux hygroréglable, et l'air ne venait pas des réclettes d'entrée d'air des chambres ou des autres pièces de vie, mais venait des caves avec, par l'intermédiaire de la colonne technique, quoi. Voilà. Donc, le retour que je fais, c'est vraiment d'avoir une vision globale et déconnecter des petits schémas faciles à comprendre, qui sont souvent très éloignés de la réalité. Donc en fait, la ventilation, le bon fonctionnement d'une ventilation nécessite un bâtiment très étanche à l'air. Qu'on cherche une efficacité énergétique, qu'on cherche quoi que ce soit, quel que soit le système de ventilation, l'interaction entre les deux est important à ne pas négliger. Une fois qu'on s'est intéressé à la partie émission des polluants liés à l'humain ou liés à l'activité dans le bâtiment, on peut enfin s'intéresser à la pollution intérieure liée aux matériaux. Donc là, la problématique, c'est qu'on a un nombre infini, entre guillemets, de produits à gérer dans une phase chantier et en une phase conception, les peintures, colle, bois, etc. Et chaque catégorie de matériaux va demander de mettre en face une norme et une exigence pour limiter son niveau d'émission, excusez-moi. J'ai mis un nombre limité de sujets, mais de sujets et de normes. C'est les grandes normes qu'on applique dans nos marchés. Donc ça demande déjà de les mettre en œuvre, d'essayer d'avoir une vision globale et pas oublier certains matériaux, de connaître les normes pour avoir un regard critique dessus. Certaines normes sont des normes déclaratives. Moi, ça me pose question quand c'est déclaré par un fabricant. On peut se poser aussi d'un exemple pour les peintures, on parle de classe d'émission A+. Donc déjà, je répète, ça veut dire qu'est-ce que comprend cette norme? On vient de dire que beaucoup de polluants ne sont pas compris dans cette norme-là. Et est-ce que A+, au final, comment je pourrais dire, est-ce que l'image que ça nous donne, ça veut dire un matériau avec très peu de polluants, c'est réellement le cas? De mon point de vue, le A+, c'est un peu trop facile à obtenir. Voilà. Donc, ça demande de s'y intéresser, d'avoir une connaissance assez globale et de ne, de ne pas oublier aucune de ces catégories. À ça, on va rajouter quelque chose qui ressort de notre conception, mais pour moi qui est obligatoirement à prendre en compte, qui est une discussion avec la maîtrise d'ouvrage et les utilisateurs, qui peut être compliqué dans certains cas, hein. On a émis les questions avec le logement, les bailleurs sociaux, etc. Mais on a aussi tous les produits qui interviennent en phase exploitation, que pour moi il faut gérer dans une discussion avec la maîtrise d'ouvrage et quand c'est du public, entre guillemets, sur les matériaux de surface de sol, les produits d'entretien, les stockages des produits d'entretien, etc. Et aussi, on va mettre ça en place vis-à-vis d'une notice d'usage. Exemple, dans les logements sociaux, on a une notice d'usage qui est affichée dans la cage d'escalier pour tous les utilisateurs, en leur rappelant les bonnes pratiques vis-à-vis des produits d'entretien et des différents produits utilisés chez eux, quoi. Et la vision qu'on souhaite mettre et qu'on met en avant sur notre projet, c'est on préfère supprimer le problème à la source plutôt que d'augmenter les débits. Et voire même, on estime que sur certains polluants et certaines fortes quantités d'émissions dans le bâtiment, la ventilation ne va même pas arriver comment je pourrais dire, à rendre le bâtiment à peu près sain, tellement les débits de ventilation à mettre en œuvre seraient conséquents. Donc le principe pour nous, c'est de supprimer le problème à la source en utilisant exclusivement des matériaux à très faible émission plutôt que d'augmenter les débits d'air pour atténuer les émissions évitables. La qualité de l'air demande une vision globale pour être réellement efficace. Et quand je dis vision globale, c'est bien de liaisonner toutes les parties de conception d'un bâtiment et d'exploitation. Pour la petite coupure pub, coupure pub, c'est pour rigoler. Pour mettre en valeur cette partie-là, j'ai voulu vous présenter le retour d'expérience d'un collège qui a 8 ans. C'est un collège qui est passif mais non certifié, je tiens à le préciser. C'est une démolition reconstruction. Alors une démolition parce qu'il y a des problèmes de structurel et d'amiante.
Donc, on va éviter de se rajouter des autres problèmes de qualité de l'air avec de l'amiante dans des bâtiments comme ça. Voilà. C'est un projet qui est à Nancy, un collège pour 360 élèves. J'ai oublié le terme technique, mais c'est une population assez sensible. Et on a voulu, un peu comme on fait dans nos logements sociaux, revaloriser les personnes défavorisées en leur mettant à disposition, pour nous, ce qui semble être le juste retour, quoi, c'est-à-dire un bâtiment de très haute qualité. Je ne parle pas forcément de environnemental, je prends d'un point de vue général. On a un matériau bois massif contrecollé qui est visible sur toutes les parois extérieures. Donc on a du bois apparent. Je préciserai, c'est une isolation de paille en mur et ouate de cellulose en toiture. Bref, je passe un peu. Et ceux qui veulent plus d'informations, vous lirez la petite diapo. Et bien sûr, on a essayé de mettre en place une gestion de qualité d'air qui s'est révélée, en final, qui se révèle souvent plus complexe que l'approche simple. C'est-à-dire que la partie conception peut être maîtrisée en discutant avec les maîtrises d'ouvrage. On a des problématiques souvent dans l'immobilier remis en œuvre dedans. Il a fallu convaincre la maîtrise d'ouvrage de financer du matériel, du mobilier plus cher que prévu. Pour ceux qui font des établissements scolaires, on parle de l'UGAP et on a un catalogue, on peut choisir entre guillemets dans ce catalogue-là, mais ce catalogue est assez limité et sur des choix avec des émissions de qualité d'air très très faibles, le choix est d'autant plus limité, quoi. Mais la démarche ne doit pas s'arrêter là, et même quand c'est pas dans nos marchés, quand c'est pas de notre conception, pour moi, c'est notre devoir d'aller discuter avec la maîtrise d'ouvrage et essayer d'avoir cette vision globale. Quitte à expliquer, c'est ce qu'on a fait sur cette opération, que si le mobilier mis après ne respectait pas une charte de faible émission, en fait, tout le travail qui avait été fait sur cette opération ne servait à rien. Et c'est moi, mon approche d'un point de vue physique du bâtiment, c'est cette approche que je mets en place tout le temps. L'élément, je répète, le moins bien traité va déterminer la performance globale de l'opération. Donc, si à un moment on rajoute du mobilier qui émet beaucoup de formaldéhyde ou autre, et ben en fait, toute la démarche qu'on a mis avant pour limiter le formaldéhyde, en fait, sera perdue. C'est sûr que les taux d'émission de formaldéhyde dans le bâtiment seront moins élevés que si on n'avait pas fait cette démarche de conception, mais je trouve qu'on perd tout l'avantage. Un petit retour sur des consommations, hein, c'était pour expliquer qu'on n'est pas sur un bâtiment labellisé, donc on respecte des consommations assez faibles. On parle de 2800 euros de TTC de granulés de bois pour la partie chauffage et eau chaude du collège. Donc on parlait d'étanchéité à l'air qui évite de rentrer les polluants de l'extérieur vers l'intérieur par les défauts. On parlera aussi de problématiques de condensation et donc de moisissure. Je suis expert et si vous voulez des photos de logements moisis, j'en ai plein si vous en voulez. Donc on voit aussi cette approche au niveau de la qualité d'air. Donc les bâtiments sont pensés pour faire l'étanchéité à l'air et testés à différentes phases de chantier en phase réception pour valider les niveaux d'étanchéité à l'air compatibles au passif. Mais je répète qu'on va chercher à aller le plus loin possible pour que les systèmes de ventilation soient les plus efficaces possibles. Donc on a la partie collège à gauche, un N50 de 0,26 et la partie à droite, les logements avec un N50 de 0,54. Plus le bâtiment est grand, plus les tests d'étanchéité à l'air sont faciles, on va dire, avec des grands guillemets quand on a bien prévu tout. Idem pour la ventilation, on va avoir une vision globale de la ventilation. Donc on va faire des tests de réseau de ventilation pour vérifier qu'on va bien souffler de l'air dans les volumes habitables et non pas dans les plénums, hein. On va donc chercher à garantir l'étanchéité à l'air de nos gaines de ventilation. Donc on a deux centrales. Chaque centrale a deux réseaux, un soufflage et un reprise, et tous les réseaux ont été testés en classe B. Ça demande un petit peu de retour d'expérience et des produits adaptés, des gaines à joint à lèvres. Et pour la petite précision, on décrit des gaines et des équipements de ventilation, pas des accessoires de ventilation, de classe C pour obtenir une classe B. La mise en œuvre a un impact important. Et on a mis en place une ventilation double flux certifiée avec un échangeur à eau. Et en ayant un dimensionnement assez conséquent de la ventilation, on arrive à avoir des consommations finales sur les VNC double flux qui sont assez intéressants en dimensionnement la ventilation d'un point de vue global, ça veut dire de perte de charge dans les gaines, quitte à les surdimensionner un peu, de dimensionnement de bouche pour limiter le bruit, etc.
On essaie d'aller assez loin. Vous avez une photo du chantier à droite. On a demandé que les gaines étaient dégraissées et avec des bouchons pour éviter que la poussière se fixe dessus. La plupart des gaines sont non dégraissées, donc dès qu'on va avoir, on va dire, de la poussière dedans ou du sable ou de la poussière ou autre sur le chantier, bah, ça va être très difficilement nettoyable. Donc voilà. Donc on essaye d'avoir cette vision globale avec des gaines qui sont faits pour faire de la qualité d'air. Bon, bah, on essaye de les maintenir dans l'état le plus propre possible jusqu'à la réception du chantier. Sur le contexte de qualité d'air qu'on parle actuellement, en fait, on a voulu reparler de cette problématique dans les établissements scolaires. Alors, c'est parce que déjà cet établissement scolaire a des sondes CO2, donc on va pouvoir vérifier si les débits mis en œuvre sont adaptés et aussi un petit retour d'expérience sur ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on modifierait à la suite de ces retours d'expérience. Donc, un enfant sur trois vit dans un bâtiment insalubre, on parle en Europe, hein. On parle de 40% des écoles françaises ont au moins une salle de classe trop confinée. Il y a même des retours qui montrent que, je sais plus, mais une partie non négligeable des établissements scolaires n'ont même pas de ventilation, crèche comprise, hein. Un règlement sanitaire qui impose des débits d'air neuf de 15 mètres cubes et la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, des niveaux de CO2 à pas dépasser de 1000 ppm avec une tolérance à 1300. Alors, pour donner des cours dans beaucoup d'établissements scolaires, c'est très, 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 très rare de voir des établissements scolaires où on arrive à maintenir ces taux de CO2. Bon, je ne vais pas citer les établissements, mais dépasser les 5000 voire 7000 ppm au bout de 2 à 3 heures de cours, ça arrive souvent, hein. Juste pour vous donner des ordres de grandeur. Donc on parle, de mon point de vue, on part de tellement loin que l'amélioration, elle est largement et facilement possible. Différentes études mettent en avant qu'une qualité d'air améliore la performance, je n'aime pas ce terme-là, mais la performance des élèves, et une meilleure ventilation et une réduction de l'humidité dans le bâtiment. Du coup, l'humidité, c'est la moisissure, serait non seulement bénéfique pour la santé des enfants, mais permettrait également de stimuler l'économie européenne. On parle de 300 milliards d'euros. Et pour info, les 20 milliards d'euros qu'on parlait dans la qualité de l'air juste avant, je crois que c'est j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est largement inférieur au trou de la sécurité sociale, hein, juste, si on remet des chiffres en face. Donc, pour remettre aussi, pour vous donner des billes de compréhension sur cette opération, c'est une opération, donc il y a de la ventilation double flux. Le débit mis en œuvre par occupant n'est pas de 15 mais 18 mètres cubes, contrairement à l'argumentation. C'est lié au retour d'expérience qui avait déjà eu lieu sur la qualité de l'air lié aux normes. Et on a des sondes CO2. C'est une précision importante du coup parce qu'on va adapter le débit de ventilation en fonction de ces sondes CO2. Si ça vous intéresse, à 400 ppm, on a un débit d'air de 30%. Le débit d'air dans une salle de classe, c'est 510 ou 520 mètres cubes par heure pour 30 élèves. Quand on est à 400 ppm, on ventile à 30% de ce débit-là, et quand on arrive à 900 ppm, on est à 100% de ce débit-là. Voilà. Et donc, on peut voir la variation sur une semaine type. Alors, c'est pas forcément une semaine type que j'ai prise, c'est une semaine où j'avais des dépassements assez francs sur certaines salles, donc j'ai voulu les mettre en évidence. Bref, on peut voir que respecter les 1000 ppm, même avec les débits d'air préconisés par rapport aux normes qui sont au-dessus de la valeur réglementaire, on a du mal à respecter ces 1000 ppm, et on voit qu'on a même des dépassements à 1300 ppm. Si on fait un petit zoom sur la période critique, on voit en fait que la norme a été pensée, et quand vous lisez la norme, vous voyez très bien que ces 18 mètres cubes par heure par enfant en fait, sont liés à des occupations de salle de classe avec une pause de 10 heures, une pause d'interclasse, on a dit. Et on voit que la plupart des courbes, en fait, on voit cette chute à l'interclasse, quoi. Et cette chute à l'interclasse, en fait, permet, avec un débit, entre guillemets, assez faible, attention sur le terme faible, hein, chacun à son niveau, on arrive à maintenir dans la majorité des cas des niveaux de CO2 inférieurs à 1000 ppm. Et pour l'exemple de la salle d'enseignement, numéro 6, en fait, il n'y a pas eu de pause à l'interclasse. Il y a eu une occupation par des travails en groupe. On s'est renseigné pourquoi il n'y avait pas eu d'interpause et pourquoi on avait une augmentation.
Donc en gros, il y avait une salle qui était occupée en nombre d'études, en nombre d'élèves plus importante et avec une coupure à l'interclasse qui était plutôt des demi-groupes, quoi. Et on voit que dans ce cadre-là, on a des dépassements de 1300 ppm qui sont normalement la référence à ne pas dépasser dans un établissement scolaire. Voilà. Le On a fait une dernière analyse, hein, parce que les graphiques, on peut vous montrer tout ce qu'on veut. J'ai ciblé quand même des zones qui n'allaient pas. Je vous ai mis l'ensemble. L'ensemble. Je vous ai mis la majorité des salles concernées. J'ai supprimé les salles où il y avait le moins d'activité dedans. Vous avez quand même la majorité des salles. J'ai voulu redéfinir ça par rapport à un indice de confinement qui s'appelle l'indice ICON. Je vous ai remis deux, trois valeurs sur des moyennes, des maximums, des pourcentages de temps. On voit que la majorité quand même du temps, l'ensemble des salles de classe, on maintient des niveaux de qualité d'air sur le CO2 proche des 100%, et quelques classes, on a des dépassements de 1300 ppm qui sont liés à des usages, on va dire, non prévus en phase conception. C'est-à-dire que pas de pause interclasse ou des travails avec un nombre plus important d'élèves que prévu. C'est-à-dire qu'ils sont plus de 30 dans une salle de classe. Si on remet par rapport à l'indice icône, on voit quand même que on est sur un bâtiment qui a une typologie de confinement entre nul à très faible. On a une seule salle de classe où on est sorti de la zone zéro, la zone de confinement nul, quoi. Le retour que je peux faire dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que les sondes CO2 sont un avantage pour minimiser les débits de ventilation, donc permettre de l'économie sur les consommations des moteurs et sur les consommations de chauffage. Par contre, ont un impact légèrement négatif sur la qualité de l'air et un impact négatif aussi, que je ne vous montre pas dans ce webinaire, sur le confort d'été. Le même avantage, le même principe que comment je pourrais dire, les avantages peuvent devenir les inconvénients. Donc en réduisant aussi le débit de CO2 en interclasse parce que le taux de CO2 est descendu et que la régulation se met en place, et ben, on a quand même des taux de CO2 légèrement plus élevés. Et je vous ai mis quelques petites photos pour se rendre compte de cette approche. On a aussi laissé les gaines apparentes. On a mis des gaines en apparent. Et je suis repassé dans cet établissement il y a 2 semaines, si je ne vous dis pas de bêtises, et on a même été vérifier la propreté des gaines. On- Honnêtement, après 7 ans d'utilisation, les gaines à l'intérieur sont encore parfaitement propres. C'est pas scientifique ce que je veux vous dire, mais je pense que le fait qu'on les ait pris en dégraissé permet aussi d'éviter quand même un dépôt dans les gaines. Voilà. Mais on est loin, loin, loin d'envisager de faire un nettoyage des gaines pour un retour. Voilà. Pour la partie petit retour d'expérience. Il y a un autre cas qui est donné dans les documents du CETIA que j'ai voulu vous mettre pour comprendre un système sans ventilation, mais avec une très mauvaise étanchéité à l'air. On voit cette interclasse avec l'ouverture des fenêtres. On voit qu'en 2 heures de cours, on atteint 3800 ppm et que l'interclasse permet, avec l'ouverture des fenêtres, de repartir de plus bas. S'il n'y a pas d'ouverture des fenêtres, on va monter jusqu'à 7000, 6200 ppm au bout de la demi-journée. Et avec la ventilation, sans son de CO2, on pense réellement, et c'est ce qu'on applique depuis, que le taux de CO2 à l'interclasse redescendrait de façon beaucoup plus élevée. Et vu qu'en début d'interclasse, on est repassé en dessous des 900 ppm, qui sont le fonctionnement à 100% de nos registres, on aurait un débit de ventilation plus élevé en moyenne, et donc un niveau de CO2 plus faible en règle générale que les mesures présentées. On évite maintenant aussi de mettre des registres CO2 aussi pour éviter les problématiques de maintenance et d'exploitation. Ces systèmes sont mécaniques, on sait qu'à un moment ils vont tomber en panne, et la crainte qu'on a, c'est combien de temps la panne va durer avant qu'on se rende compte que le système ne fonctionne plus. Voilà pour la petite partie retour d'expérience. Et avant de passer au regard croisé, on va passer aux questions, si je ne dis pas de bêtises. On avait plutôt prévu de D'enchaîner. poursuivre sur le regard croisé, Vincent et Claire-Sophie, si ça vous convient comme ça, et de prendre les questions par la suite.
En tout cas, merci Vincent pour cette présentation très détaillée et de nous rappeler que la ventilation est encore trop souvent le parent pauvre du bâtiment. Et avec cette proposition de métier de ventiliste à créer, l'appel est lancé. Et je passe la main à Victor pour le regard croisé. Il y a une formation à Lille par les Compagnons du Devoir. Voilà. C'est la seule qui existe. Ferme la parenthèse. D'ailleurs, nous, on travaille en ce moment avec les compagnons du devoir aussi sur l'amélioration d'une formation pour les compagnons de sensibilisation sur le bâtiment passif. On est en train, donc c'est pas encore finalisé, mais on leur parle de ventilation, évidemment. Vincent, comme c'est toi qui as la main, je veux bien que tu passes à la suite, s'il te plaît. Donc par rapport aux avantages de double flux, autant Vincent que Claire-Sophie, vous aviez l'air assez convaincus. Euh, la filtration de l'air a l'air d'être un sujet. euh, Est-ce que du coup, ce serait aussi pour ça, éventuellement, que Vincent, comment ça s'appelle, les gaines sont aussi propres dans là où tu viens de tu viens de Alors, nommer là dans le collège? en ventilation double flux, entretenue et bien conçue, hein, pour avoir Oui, précisé on va éviter les raccourcis. Les gaines de soufflage, même les bâtiments qui ont 15 ans qu'on a conçus, honnêtement, on n'a aucun souci là-dessus, il n'y aura jamais de problématique. oui, Par contre, pourquoi? Parce qu'il y a un filtre souvent F7 en entrée, donc une filtration assez fine, hein, on parle de filtration au micron. Donc oui. clairement, il n'y a pas de. Je ne pense pas qu'on, même dans 20 ans, on devra nettoyer ces gaines-là. Sauf Ok. défaut d'entretien manifeste, quoi. Donc il y Donc a il un nous reste plus avantage que par rapport à la maintenance, du coup, hein, c'est ça que tu veux dire, Vincent, du coup, oui, en termes c'est de pas besoin exactement. d'aller les nettoyer. Moi, j'aimerais rebondir sur Mais par les contre, on a les techniques. gaines d'extraction, où celle-là, c'est celle justement qu'on surveille, et on voit que malgré que les filtres G4 qui sont en reprise sont Hmm. souvent beaucoup plus sales que les filtres F7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pollution interne dans le bâtiment en termes de particules est beaucoup plus importante que celle qui vient de dehors. Et pourtant, cette opération-là, c'est en face d'un boulevard qui est à côté d'une autoroute, quoi. Sachant que G4, c'est quand même beaucoup moins fin que F7, en Mm. Oui, plus, hein. et pourtant, on les remplace 2 fois souvent que les F7. C'est pour Ok. ça que je précise ça. On filtre beaucoup plus de. Si on mettait un filtre F7 en prise d'air et un filtre F7 en reprise, Hmm. il faut se rendre compte qu'on changerait 4 fois plus souvent ce filtre de reprise. On a beaucoup plus de particules dans notre bâtiment que dehors. Mais ça revient à une discussion qu'on a eue et que Claire-Sophie aussi a dit. euh, L'air de notre bâtiment vient de dehors, il ne peut être que plus pollué que celui de dehors. Et ben, on le voit aussi dans l'émission des particules. Et seules les gaines, à mon avis, d'extraction seront nettoyées. Pour l'instant, les bâtiments les plus anciens qu'on a ont 15 ans, ont 15 ans et il n'y a pas de nécessité pour l'instant de le faire. Voilà. Hmm. Euh, Sur tes slides, tu mets qu'un confort thermique accru qui limite l'intervention des utilisateurs pour bloquer la ventilation. Effectivement, notamment en logement, là où on utilise beaucoup de simples flux, on peut être tenté de boucher les grilles de ventilation, en tout cas les arrivées d'air qui sont en général mises en place sur les fenêtres. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport au fait de... est-ce que ça arrive, je ne sais pas à quel point ça arrive souvent, si on a des... Très, très régulièrement, mais Hmm. je pense que la question, elle est sur la culture française du renouvellement d'air. On n'a pas de culture de renouvellement d'air en France et en fait, on n'explique pas aux gens comment fonctionne le bâtiment, comme on explique d'autres équipements et surtout ce que moi j'appelle le chemin de l'air. Ça veut dire par où l'air rentre dans le logement, comment il circule et comment il est extrait. Et en fait, les Hmm. gens bougent parce qu'ils ont froid, mais sans se demander finalement ces entrées d'air à quoi elles servent dans le logement. Et donc, Ah, ok. enfin, pour moi, il y a de la Oui, oui. pédagogie à faire sur attention, c'est important, voilà quels sont les bénéfices. Et alors, s'il y a froid, c'est aussi que c'est mal conçu en soi, enfin, en tout cas, qu'on peut faire mieux. Mais si les gens bougent, c'est aussi par méconnaissance de l'impact que ça peut avoir. Moi, je considère que c'est une erreur de conception de ne pas prendre en compte que si on balance de l'air froid sur des occupants ou si le système de ventilation fait du bruit, les utilisateurs vont le boucher. Alors nous, on fait beaucoup de logements sociaux et la question a été de se dire, si on fait de la double flux dans les logements étanches, il faut vraiment qu'on ait un système où les utilisateurs vont pas les boucher.
Donc, ils ne les bougent pas dans nos opérations parce on essaie de gérer le bruit au maximum, c'est-à-dire de faire le moins de bruit possible. On a un surdimensionnement par rapport à une vision classique pour limiter le bruit. On a des bâtiments qui consomment pas beaucoup d'énergie, donc pas beaucoup de factures de chauffage, donc ça enlève l'idée que la ventilation participe grandement à notre facture de chauffage, et c'est revient au terme de vision globale, quoi. Et là-dessus, en fait, c'est pour moi une erreur de conception. Quand l'utilisateur bouche une bouche de ventilation, c'est qu'à la base, il y a eu un problème pour lui. Il l'a pas bouché juste pour se faire plaisir. Oui, Et, oui, c'est logique. ce qu'on voit dans beaucoup d'opérations, je suis expert, donc je vois pas mal de choses qui vont pas. Quand un locataire va avoir cette démarche de boucher, surtout quand c'est de la ventilation mécanique, en fait, il est en train d'augmenter les débits chez son voisin. Ça Et déséquilibre. donc, une fois que le voisin est Ok. impacté, qu'est-ce qu'il fait le voisin? Bah, lui, du coup, Bah, il va pareil. reboucher la bouche. Et on a un effet de main en chaîne, on a un effet de chaîne qui se met en place, et à la fin, on a tout l'immeuble, entre guillemets, où le système de ventilation est bouché. Moi, je voulais mettre une alerte sur les doubles flux. Bah, vas-y. Parce que Oui. j'en vois pas mal, pas forcément en logement, mais je pense que c'est déjà arrivé enfin, si j'avais déjà vu des articles dessus en logement. Et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais qui dit double flux dit on a quand même le droit d'ouvrir ses fenêtres. Et Ah trop oui, bien sûr. souvent, ouais, mais trop souvent, le message est fait passer en disant on a un système technique qui assure le renouvellement d'air. Pour pas le déséquilibrer et le perturber, n'ouvrez pas les fenêtres. Et au final, on se retrouve avec des occupants de bâtiments qui présentent des symptômes qui sont pas liés forcément à des polluants dans l'air, mais qui sont liés à un mal-être d'avoir cette sensation de ne pas ouvrir les fenêtres. Il le ferait peut-être Hmm. même pas d'ailleurs, mais vu que c'est signalé et que ça fait partie des conditions de vie dans le bâtiment, pour le coup, c'est mal vécu. Et donc, l'ouverture des fenêtres, c'est un besoin physiologique qui, pour moi, est complémentaire à un renouvellement d'air permanent avec une double flux ou avec une double flux. Je te C'est une remercie beaucoup, méconnaissance. Claire-Sophie, parce que c'est effectivement quelque chose qui est un gros a priori sur le passif, qu'on entend encore beaucoup. Mais c'est une méconnaissance de la physique parce que l'ouverture des fenêtres n'a jamais été interdite. Autrement, on arrêterait de mettre des ouvrants. Je précise que les ouvrants coûtent plus cher que des fixes. Quand on parle de confort de l'occupant, bah, il y a le fait de se sentir chez soi, de se sentir libre. La seule chose qu'on explique, nous, dans notre notice d'usage, c'est de ne pas laisser les fenêtres ouvertes en hiver. Voilà. Et je préciserai aussi que la vision aussi d'ouvrir les fenêtres peut aussi être pénalisante dans certains cas. Dans ce collège-là, les femmes de ménage cherchent à ouvrir les fenêtres de façon trop importante, de mon point de vue, pas pour leur confort, pas pour ça, mais on est en face on est entre une autoroute et un boulevard. Donc à un moment, on explique que l'avantage de la filtration, de la double flux, c'est la filtration. L'avantage cette opération et de la double flux, c'est de choisir aussi l'endroit où on va prendre l'air. Bien sûr, dans cette opération, on l'a pris côté quartier logement, qui sont des petites rues piétonnes où il n'y a pas de circulation, que côté boulevard. Et on peut avoir aussi ce double vision, quoi. L'ouverture des fenêtres peut être un plus ou peut être un moins, quoi. Voilà, en fonction des cas. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, on essaie de, quand on parle des a priori sur le passif, c'est l'un des premiers qu'on nomme. Et effectivement, autant on n'est pas obligé ce qui est intéressant avec le double flux, c'est qu'on n'est pas obligé d'ouvrir les fenêtres pour ventiler. Mais par contre, effectivement, il n'y a aucune interdiction. Et oui, que de la même manière qu'un bâtiment classique, on en a besoin. Non, et l'impact, nous on a fait une mesure sur le logement social, l'impact de l'ouverture des fenêtres est faible en hiver sur les bâtiments passifs. Déjà parce que la plupart des systèmes de chauffage en bâtiments passifs sont très très faibles, donc en fait les gens vont ouvrir la fenêtre peut-être 5 minutes, pour moi une aération qui est largement suffisante, 5 minutes répétées plusieurs fois par jour, et la température de l'air va chuter tellement vite dans le logement en fonction des conditions extérieures que de toute façon, le locataire va fermer assez vite la fenêtre. Donc, comment je peux dire, le principe l'utilisateur va se limiter de lui-même de toute façon. Mm. Voilà. On a plus de Mm. problématiques par rapport à l'été. Parce que là, les gens vont laisser ouvert la fenêtre les grosses journées de canicule. Ça va créer une Oui, sensation de courant d'air. Mais bon, là, la chaleur, elle est rentrée dans le bâtiment. oui, C'est oui, le ce principe de qui la pourrait notice être d'usage. l'objet d'un autre webinaire d'ailleurs sur
sur la gestion de la surchauffe. Et pour un petit graphique en bas, pour montrer sur 10 000 mètres cubes par heure, c'est à peu près les débits de l'opération. Un air non filtré, il y a 8,7 kg de particules. Un G4, on réduit à 3,5. Et la préconisation qui est faite, c'est du F7. Voilà. Où là, il resterait 160 grammes. Il y a aussi alors mon point de vue, mais je veux bien que Claire-Sophie nous éclaire, où souvent maintenant, les dernières normes et les dernières demandes programmatiques, quand on parle de qualité de l'air, vont assez loin. On nous demande, dans des établissements scolaires, de passer sur des F8 ou des F9. Et je me demande si on n'est pas passé de rien à tout, en sachant que quand vous avez de la ventilation simple flux, vous avez, quand c'est le cas, hein, dans le meilleur des mondes, vous avez une grille anti-moustique, hein. Mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dimensionne de la filtration, on se sert souvent d'une norme européenne, donc la 16798, et qui donne des niveaux de filtration par rapport à la qualité de l'air extérieur. Et effectivement, certains niveaux vont loin et peuvent même rajouter, en fonction du contexte, un filtre avec du charbon actif pour les gaz, pour le dioxyde d'azote. Un avis dessus, je sais pas. Je me dis que si est, c'est certainement que c'est nécessaire dans certains contextes. En tout cas, cette norme, dans le cadre de la nouvelle directive, le PBD, elle va être révisée. Donc, je sais pas vers quoi ils vont aller. En fait, est-ce qu'ils révisent les niveaux ou pas? Et en fait, c'est une directive européenne qui est sortie en 2024 et qui va être retranscrite en droit français en 2026 et qui va intégrer en fait dans la c'est une directive pour la performance énergétique des bâtiments qui enfin intègre la qualité de l'air. Mais comme cette norme va être révisée, je ne sais pas vers quoi ils vont aller, si ça assouplit ou pas, ou si ça pousse plus loin, je ne pense pas, parce qu'après, ça devient compliqué de concevoir. Voilà. La remarque, c'est le fait qu'il n'y a que les doubles flux qui peuvent être concernés par ça. Mm. Donc, c'est pour ça que on parle de tout, Ouais, tout à d'un fait. côté rien, de l'autre côté tout. Ouais. Et F8, c'est la norme d'une chambre d'hôpital. Et j'ai du mal à concevoir qu'un établissement scolaire va se rapprocher de cette norme-là. Voilà. Je C'est vois pas trop c'est une l'intérêt non question plus que je me de se pose. rapprocher de cette norme-là. Mm. Il n'y a pas d'enjeu sanitaire non plus, en tout cas pas comme un hôpital. Je vous propose qu'on passe à la suite, parce qu'on est très très proche du timing, on est déjà 19h27. Je revenais moi sur un détail qui me semble le plus important, c'est de bien maîtriser la partie. Là, je reviens sur la ventilation, de bien maîtriser la partie ventilation, qui est souvent pour moi mal conçue hein, de base, c'est-à-dire de ne pas prévoir une vision globale de rapport entre l'étanchéité à l'air, des débits cohérents avec l'occupation, etc., voire de essayer de réfléchir à un peu le retour que je vous ai fait avant, que le fait que les interclasses, il y a des jours où il n'y en a pas, qu'une salle de classe qui est prévue pour 30 élèves, à un moment peut devenir pour 45 parce qu'ils vont travailler en plusieurs groupes, etc. Donc avoir cette vision plus globale, de vraiment avoir une vision, comment je pourrais dire, détaillée de chaque élément de la ventilation pour qu'à la fin, je vais résumer, hein, à la fin, la ventilation marche sans bruit, sans consommation énergétique, sans inconfort. Et là, le retour qu'on peut faire, c'est que même les règles de l'art les plus basiques ne sont pas mises en place. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment si on veut parler vraiment de qualité d'air, qu'on reliste et qu'on revoie tous ces principes. Ça plaide encore une fois, Vincent, pour la création d'un métier dédié, le métier de ventiliste. Oui, je fais un rappel, hein, il y a encore quelques années, c'était les électriciens qui faisaient de la ventilation. J'ai rien contre les électriciens. Ils font encore de la ventilation dans du logement, mais je suis pas sûr que par rapport à leurs compétences du domaine électrique, la ventilation ait un rôle. Et même les chauffagistes sont malheureusement pas les meilleurs. Un chauffagiste va pas faire un réseau hydraulique qui va fuir. Par contre, quand il va faire la même chose avec une gaine de ventilation, ça va pas lui poser trop de problèmes. Ça va moins le choquer, quoi. Voilà. Et voilà, le constat, c'est qu'on est entre 98 et 99% des installations, si on regarde dans le détail, qui sont non conformes. Voilà. Oui, c'est presque 100%. Euh, oui, les photos, c'est des filtres qui sont complètement bouchés, c'est ça? Ouais.
Le filtre de droite, il vient, si vous voulez vous parler de l'IGRO, je vous conseille les retours de la MAF, l'assurance des architectes, hein, pour comprendre la problématique de l'IGRO, qui est pour moi une problématique sanitaire. Ok, ça a été mis en place pour faire de l'économie d'énergie et de mon point de vue, valoriser le matériel français, puisqu'on est les seuls au monde à faire de l'IGRO. Voilà, fin de la parenthèse. Et la photo de droite vient des retours de la MAF fait par aussi Enertech. On avait participé à ces retours-là. Ça, c'est un fil qui a explosé. Alors ça, c'est des fils qu'on ne devrait même pas avoir sur les installations de double flux, pour information. On parlerait plutôt de filtre à poche. Alors en filtration de VMC individuel, on est encore sur des filtres médians comme ça, mais on trouve que c'est pas les meilleurs. Et le filtre à gauche, c'est un filtre qui n'a pas été remplacé pendant 3 ans. Voilà, pour un exemple. Alors, pour savoir, c'est que le filtre, au fur et à mesure, il va se colmater de plus en plus. Donc, les premiers niveaux de filtration qu'on peut voir, c'est qu'on filtre de mieux en mieux, vu que le filtre est bouché. Logique. Par contre, ça a une limite. C'est une limite assez vite, c'est qu'on est en train de créer des défauts d'étanchéité. On est en train de forcer sur les petits défauts d'étanchéité en périphérie du cadre. Et donc, on est en train de chanter au fur et à mesure la performance de filtration et sans parler des augmentations de consommation d'électricité. Et tu voulais dire, Victor? D'où l'intérêt qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de l'entretien. Mm. Et puis avoir un cahier des charges bien précis et de le vérifier aussi et de faire des retours. Les opérations qu'on suit, on essaye de faire des retours avec même les défauts d'exploitation. Et là aussi, tu peux faire un joli webinaire là-dessus. Avec plaisir, pour en faire un. Voilà. En fait, Peut-être pour que ça marche, ce qu'on est en train d'essayer de se dire, c'est qu'il faut valider tous les points un par un et que tous les points soient complets, enfin, qu'on ait bien des points, que tous les points soient vus, validés et même dans la durée. Voilà. Et la durée, bah, c'est une question que nous, concepteurs, on doit se poser. Qu'est-ce qu'on devrait faire, changer dans nos pratiques pour favoriser cette durée? Et un petit exemple en haut à droite de ce qu'on peut voir aussi couramment. On peut parler, Merci. on peut passer aussi sur les préconisations de bons gestes, justement, Vincent et Claire-Sophie, pour assurer cette pérennité. Une fois que le bâtiment est livré, Oui, une fois que le bâtiment est livré, dans justement cette bonne maintenance et bonne pérennité des équipements, une fois qu'à la conception, ça a été assuré. bah là, Ouais, comme sur la diapo, enfin, tous les labels, alors ils ne concernent pas tous, parce qu'une fois qu'on est sur les produits, on peut se dire que la conception est passée. Mais en fait, limiter les sources de pollution pendant l'exploitation. On parlait tout à l'heure des produits d'entretien. Bah, des produits d'entretien écolabellisés, c'est globalement des produits d'entretien avec moins d'émissions de composés organiques volatiles. Et notre ennemi, c'est un peu les odeurs. Et c'est vrai que c'est compliqué dans nos pratiques à changer, mais des produits d'entretien sans odeur, bah, pour le coup, c'est un vrai bénéfice sur la qualité de l'air. Parce que le problème de l'entretien, c'est que généralement, il est récurrent. ouais, le retour qu'on a, c'est que si ça sent bon, le retour des entretiens maintenant, si ça sent bon, c'est que c'est propre. Et je pense que ça, c'est une simplicité de réflexion qui est mauvaise parce que Ah justement, bah c'est oui. ce produit parfumé qui contient le plus de substances. Enfin, en Je sais, partie, je c'est sais tout. qu'on est en France, mais on se douche pas avec du parfum. En tout cas, on a arrêté depuis longtemps. Donc, Il y en a qui se douchent encore au déo. c'est vrai. Voilà, ce que j'ai voulu présenter, c'est un. Alors, je dis bien, nous, ça reste des exemples. On dit pas que l'approche comment je pourrais dire, est sans faille, mais c'est un exemple d'action qu'on a mené sur cette opération. Et des choses qui sont pas de ma compétence, qui sont pas de mon domaine, où je suis pas le plus compétent, donc je l'ai déjà dit, mais on a essayé de trouver le plus d'informations à redonner au service achat immobilier et aux personnes qui commandent les produits d'entretien. On a ressorti quelque chose qu'on a retrouvé qui était, je crois, un document de l'ADEME, mais là j'ai un petit doute, sur le guide cartable sain pour que le corps enseignant essaye on a essayé de sensibiliser le corps étudiant et de motiver le corps étudiant à donner des consignes d'achat vis-à-vis de ce guide cartable sain. On a essayé de faire un livret en lien avec la société d'entretien pour le personnel.
On s'est rattaché sur le produit, je vous ai mis le référentiel ADEME. On a essayé de voir, et ça on l'a conçu avec le maître d'ouvrage sur l'emplacement des photocopieurs, imprimantes 3D, et j'en passe, dans des lieux confinés. C'est-à-dire qu'on a un photocopieur dans une petite salle, c'est plutôt un, comment je pourrais dire, un espèce de placard ventilé avec une grosse extraction dessus. Voilà, essayer d'avoir une vision la plus globale et essayer de donner les billes pour les utilisateurs qui sont, entre guillemets, un corps enseignant. Il a une journée déjà bien chargée. Si on le demande de gérer, je fais des caricatures, l'ouverture des BSO, l'ouverture des fenêtres, plus les produits qu'il utilise, etc., bon, il s'en sort plus, le pauvre. Donc on essaye d'accompagner à ça au maximum avec des notices d'usage qui sont liées aux utilisateurs, au corps enseignant, aux élèves, à toutes les personnes qui travaillent, entre guillemets, dans cet établissement, et à la maîtrise d'ouvrage pour la durabilité. Le dernière chose, c'est compliqué, mais là-dessus, je voulais en discuter avec Claire-Sophie sur, on a un nombre de labels infini, et la problématique, c'est, ça demande à minima de savoir ce qu'il y a dans ce label-là pour au moins comprendre si le label, comment je pourrais dire, si la préconisation de ce label avec la classe qui va avec permet réellement d'atteindre des bâtiments avec des très faibles émissions de CO2, excusez-moi, émissions de polluants. Bah, J'ai un- pour moi, dans tous les labels présentés, alors déjà, il y en a qui on trouve très régulièrement dans les cahiers des charges, mais il n'y a pas de produit réel, un ou deux produits sur le marché français. Euh, et dans ces labels, alors on pourrait en parler longtemps en détail, mais celui qu'il faut retenir, qui est intéressant, qu'on trouve dans le commerce et qui est dans le pro et dans le particulier, c'est le EC1 qu'on voit juste en dessous la photo de la salle de classe, qui lui est un label spécifique pour les produits de pose. Mais tous les produits de pose, notamment sol, mais maintenant il fait aussi le mural, donc ragréage, euh, mastic, colle. Et du coup, il garantit vraiment, pour le coup, des faibles émissions avec des tests en laboratoire. Donc ça, c'est vraiment dans les pratiques chantier, ça, c'est des gestes bien à mettre en place. C'est vous, je vous propose qu'on Ouais, passe à une question, parce qu'il est déjà 19h37, oui. si ça vous va. Mm. Une question sur la valeur de perméabilité à l'air imposée par la RE 2020, donc 0,6 mètres cubes par heure par mètre carré, est-elle suffisante pour une bonne ventilation? Sinon, quelle est la valeur minimum pour les logements? Et on peut peut-être passer sur la slide du coup aération différente de ventilation ou sans forcément rentrer dans le détail, mais au moins pour qu'on puisse la voir en visuel sur cette partie-là. En fait, c'est très dur de répondre à cette question parce que ça va dépendre de la conception du bâtiment, comment sont orientées les différentes pièces dans le bâtiment, d'où viennent les vents documents, est-ce qu'il y a deux façades opposées qui sont dans le même logement. Donc c'est assez dur de répondre à ça. En tout cas, ce qu'il faut viser, c'est le niveau d'étanchéité à l'air le plus proche possible de zéro, clairement, quoi, pour assurer une ventilation la plus optimum possible. C'est impossible de répondre à une question sans le contour comme ça. On peut Donc pour peut-être moi, non, elle n'est pas suffisante. peut-être préciser que du coup, il y a moins, plus l'étanchéité à l'air est bonne, enfin, plus l'étanchéité à l'air du bâtiment est bonne, moins il y a de fuites parasites. Et moins ces fuites parasites vont troubler le fonctionnement un peu schématique de notre Mm. ventilation. Donc, plus on contrôle par où passe l'air, pour le dire d'une autre manière. C'est ça. Et pour ça, on profite avec ma diapo, il y a différents contrôles de ventilation qui existent, qui sont à mettre chez la maîtrise d'ouvrage, ou en tout cas surtout pas dans le lot des personnes qu'on va contrôler. Et on a différents contrôles. Je pense qu'il faut préconiser à chaque fois. Voilà. Comme la procédure Diag Vendoux, pour un exemple. Et le label Passive House demande une mesure des débits par bouche pour vérifier que les débits sont bien là, pour un autre exemple. Je confirme. Ah, parfait, Et, merci beaucoup. et dans le contrôle, je rajouterais que pour la petite anecdote, on a eu
mon indique sur mon chantier m'avait donné une petite info qui disait le peintre repart avec ses pots de peinture le soir, c'est quand même bizarre. Et on a fait un contrôle sur les pots de peinture. Donc le pot était bien A+, mais la peinture qui était dedans n'y était pas. Donc, juste pour vous montrer jusqu'où il faudrait aller dans le contrôle. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises font des petits, comment je pourrais dire, fraudes, mais il Arrangement. suffit qu'il y en ait une pour générer le problème sur un chantier. Voilà. Hmm. Tu as d'autres questions? Alors, il y en a plein, mais je ne sais pas si on a le temps. Il Bon, y ça va a, être tard. il y a eu des questions. Alors, je pense que c'est peut-être pas mal qu'on puisse avoir votre conclusion à deux voix aussi sur le sujet. Et notamment, comme vous le rappeliez tous les deux, qu'on est vraiment à la croisée d'enjeux sanitaires et socio-économiques qui sont importants et qui sont hyper impactants pour notamment les usagers. Vincent, peut-être il y avait des questions, peut-être une question particulièrement sur le collège Jean Lamour. Sur la méthode, est-ce qu'il y avait un programme de maîtrise d'œuvre avec des objectifs sur la qualité de l'air intérieur initialement, ou est-ce que ça s'est intégré à la démarche globale? Euh, et peut-être, et après, c'est des questions qui vont être plus techniques qu'on n'aura pas le temps de prendre là dans les échanges. Mais Il y voilà, avait une peut-être sur la demande. méthode, peut-être sur la méthode de travail et la pédagogie, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Il y avait une demande programmatique qui était de privilégier des matériaux à faible émission. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, on n'a rien dit et on a été en discuter avec la maîtrise d'ouvrage si, pour appliquer une vision de qualité d'air, on ne pouvait pas avoir une vision simpliste, il fallait avoir une vision globale et s'intéresser à tout. Quitte à aller, je dis ça parce qu'il y avait un retour aussi chez la maîtrise d'ouvrage, à dire que ça allait les impacter aussi eux, parce qu'il y a d'autres choix, produits d'entretien, mobilier, etc., qu'il fallait que eux intègrent. Pour avoir répondu rapidement. Et donc, si vous souhaitez chacune exprimer un mot de la fin sur cette thématique, on a une slide qui résume bien un peu les grands enjeux et les leviers pour assurer cette qualité d'air intérieur dans le passif, mais pas que. euh, en conclusion de ce temps d'échange qui est passé très vite, qui est très dense, qu'on n'a pas vu passer. Je pense que s'il faut résumer quelque chose, c'est que la qualité de l'air, elle se réfléchit à chaque étape et qu'il n'y a pas de bon moment pour penser à la qualité de l'air, mais plutôt le plus en amont possible dans un projet pour prendre en compte le maximum de choses et pas se rendre compte à la fin du projet que typiquement on n'a pas pris en compte la qualité de l'air extérieur, qu'on n'a pas pris en compte le radon dans le sol ou des choses comme ça. Pour ensuite que la conception du bâtiment s'adapte au contexte, aux besoins des occupants et aux usages. Que la ventilation est essentielle. Certes, c'est pas elle toute seule qui va faire la qualité de l'air intérieur et que c'est vraiment une approche globale, qu'effectivement la réduction des sources d'émissions, elle est importante. Néanmoins, le renouvellement d'air reste quand même un élément clé en qualité de l'air intérieur. Et aujourd'hui, on sait que c'est le parent pauvre du bâtiment. On entend effectivement qu'il y a des formations qui se mettent en place, mais c'est encore timide et on voit sur les chantiers qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens. Pour moi, c'est arrêter d'avoir cette vision simpliste, comme les problèmes, comme la ventilation et le logement, ou avec le petit schéma. Et une fois qu'on arrêtera ça, on se plongera dans la maîtrise de ces éléments-là, donc la maîtrise de ventiler efficacement, la maîtrise de limiter toutes les sources de polluants intérieurs-extérieurs. Et c'est l'association de ces deux paramètres-là qui permet d'essayer d'obtenir une qualité d'air la plus optimum possible, qui permet, je précise. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas encore tout, je pense. Donc une approche la plus globale possible, mais comme finalement tous les sujets qui composent cette vaste famille de la qualité environnementale et du confort, le plus en amont possible avec tous les acteurs concernés par le projet dès l'amont, effectivement.
et de l'acculturation de la pédagogie pour pour changer ces éléments qui d'habitude qui tiennent effectivement aussi de la culture finalement sur lesquels il reste peut-être un pas aussi à franchir. Eh bien, ne reste plus qu'à vous remercier chaudement, Vincent et Claire-Sophie, pour vos interventions. euh, qui était voilà, très, très dense, pédagogique, aussi bien théorique que pratique et de retour d'expérience. On aimerait toujours en dire plus, mais effectivement, on est limité par le temps que nous offre cet exercice. On vous remercie d'être resté aussi connecté jusqu'à 19h45. Le replay du webinaire sera diffusé communément par la Maison du Passif et par la Scopeley de Rive. On rédigera aussi un petit entrefilet de retour sur la bulle qui reprendront des éléments de nos échanges aussi à l'issue du webinaire. Les infos sur les actus, vous les retrouvez à l'écran, c'est celles qu'on a présentées en début de webinaire. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre les actualités de la Scopeley de Rive et de la Maison du Passif. Et merci encore aussi pour vos questions et vos remarques, vos interrogations que vous nous avez partagées aussi tout au long du webinaire. Je vous ai remis les liens où les replays seront diffusés pour information, pour rappel. Merci beaucoup Merci à vous. et bonne soirée. Bonne soirée, au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Si. Et donc on a alors du coup vous les voyez pas forcément, mais des très sympathiques messages qui nous arrivent aussi du coup dans les questions-réponses.